Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Fin du doux rêve pour Valentin Vachereau au Rolex Monte Carlo Masters. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis s'est incliné en demi-finale face au tenant du titre Carlos Alcaraz. Nous en parlerons dans quelques instants avec Frédéric Elion. En basket, la Roca Team assure sa place dans le play-in d'Euroleague après sa victoire face à Barcelone, 93-86. Les Monégasques peuvent encore rêver d'une qualification directe pour les playoffs. Le Green Shift Festival donne les clés pour un monde plus durable. L'événement organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco s'est clôturé aujourd'hui. Nous recevrons ce soir l'un des intervenants de ce festival, Stéphane Labranche, sociologue du climat. Et puis nous irons à la rencontre de journalistes en devenir. Des élèves de CM1 ont lancé leur propre magazine de sport. Depuis le début de l'année, ils interviewent des athlètes olympiques pour raconter leurs histoires et nous les avons rencontrés. Je vous le disais en titre, fin de la belle aventure pour Valentin Vachereau au Rolex Monte Carlo Masters. Malgré un parcours idyllique sur les terrains du Monte Carlo Country Club, Valentin Vachereau s'est incliné aux portes de la finale, éliminé par Carlos Alcaraz. Bonsoir Frédéric Elion. Frédéric, Valentin Vachereau n'aura pas démérité face au tenant du titre. Et oui, Émilie, c'est la fin de cette superbe semaine à domicile pour Valentin Vachereau ici sur ce Rolex Monte Carlo Masters. En demi-finale, après avoir fait tomber notamment le numéro 5 mondial, Lorenzo Musetti, le 6 mondial, Alex de Minaur et même l'ancien numéro 6 mondial, Hubert Hurkacz, le Polonais. Il aura fallu Carlos Alcaraz, le meilleur joueur du monde actuellement sur terre battue, le numéro 1 mondial, vainqueur déjà du tournoi l'an dernier pour mettre fin donc à cette superbe épopée de Valentin Vachereau battu 6-4, 6-4 sur le central. Alcaraz qui retrouvera en finale Yannick Sinner qui lui a été un petit peu plus expéditif face à un Alexander Zverev, un petit peu en dedans, l'Allemand qui n'a jamais vraiment réussi à installer un combat dans cette rencontre. Il a été battu 6-1, 6-4. Rendez-vous donc demain pour cette finale de rêve, Sinner-Alcaraz ici au Monte Carlo Country Club. Et à noter qu'en double, Hugo Nys s'est malheureusement incliné en finale. Associé à Édouard Roger Vasselin, le joueur de la Fédération monégasque de tennis n'aura pas réussi à faire flancher la paire allemande Kravitz-Putz. En basket, la Roca Team recevait Barcelone hier dans le cadre de l'avant-dernière journée de la saison régulière d'Euroleague. Les Monégasques ont fait la moitié du travail en s'imposant 93-86 sur son parquet. Ils assurent ainsi leur place dans le play-in et peuvent même rêver du top 6, synonyme de qualification directe pour les playoffs. Le résumé du match avec Gaëtan Lebrun et Julien Laugier. Dans une rencontre sous tension où la Roca Team jouait sa survie en Euroleague, les joueurs de Manuchar Markoishvili ont une nouvelle fois proposé leur meilleur basket, comme souvent lorsqu'ils sont dos au mur, pour s'assurer une victoire importantissime dans la course aux playoffs. Malgré une entame de match difficile, les Monégasques ont pu compter sur leur trio James Okobo-Strazel pour répondre aux 27 points de Kevin Punter et se sortir du piège barcelonais. It was a very, very big win. You know, we fought hard, working on what we got, and I feel like we played very tough defense, and it paid off in the end. Since the issues kind of started, we kind of got together. You know, like this is, you know, we got to decide we're going to play for the team, or you know, just give up. And we decided, you know, we wanted to put everything we could into the season. We all came here to try to make something happen, and I feel like it definitely shows. Even when things kind of got worse and worse, we're still showing up, still playing basketball, and still winning games. I believe we've secured the play-ins with tonight's game. I have to confirm that, but we definitely want to win this next one. See if we can secure, you know, top 6 at least. Try to see if we can get that home game. But we'll see. Il en restera un pour la Roca Team face à l'Hapoel Tel Aviv le 17 avril à domicile. En football, l'AS Monaco n'a pas eu la même réussite en championnat. Défaite face au Paris FC 4-1. Les Rouges et Blancs se sont fait surprendre par une équipe parisienne plus réaliste alors qu'il restait sur 7 victoires de rang. Il faudra désormais entamer une nouvelle série face à Auxerre dimanche prochain pour rester dans la course à la Ligue des Champions. À noter le retour de Paul Pogba sur la pelouse. Entré en cours de jeu, le milieu de terrain monégasque a déclaré se sentir de mieux en mieux.
Parlons environnement à présent et de façon positive. C'est l'approche du Green Shift Festival organisé depuis jeudi au Yacht Club de Monaco. Cette initiative mêlant écologie, art et culture met en lumière des récits écologiques inspirants. Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet ont assisté hier soir aux conférences de deux pointures dans le domaine de l'architecture durable. Regardez. Il a été pensé comme un laboratoire d'idées. Le Green Shift Festival, porté par la Fondation Prince Albert II, réunit artistes, chercheurs, architectes et sportifs engagés pour partager leur expérience. Une des 3 soirées de rencontre avait pour thème les nouvelles façons d'habiter nos territoires. Un événement en partenariat avec la Fondation Jacques Rougerie. De plus en plus, les gens vont au bord de la mer, vivent au bord de la mer, parce qu'il y a cette fascination de la mer qui représente le bien-être, une sorte de sérénité, vous voyez. Et donc, forcément, les gens iront de plus en plus au bord de la mer. Et comme il y a ces problématiques de la montée du niveau des eaux, donc il faut trouver des solutions et ne pas s'opposer, ne pas dire on va complètement aller... alors, des fois, on sera obligé peut-être de se mettre en retrait, mais... c'est savoir vraiment composer avec la mer, composer avec la biodiversité. Depuis plus de 30 ans, ce visionnaire conçoit des architectures complètement futuristes, comme des habitats et laboratoires sous-marins. Ces conceptions sont une réelle source d'espoir, notamment pour Rob Hopkins. Le militant écologiste est célèbre pour avoir initié le mouvement international des villes en transition. The transition movement is a thing that started in my town back in 2006. Which was about how can communities play an active role in tackling the climate emergency. We'll now find transition groups in about 50 countries around the world in thousands of places. Somebody once called Transition Hope with its sleeves rolled up, which I really liked. You know, it's this idea that we don't wait for permission, we just start to build the world that comes next. Eux aussi ont commencé à construire le monde de demain. Plusieurs lauréats de la Fondation Rougerie ont présenté leur projet. C'est le cas de Kevin et Maïwen. Ce projet, il est dédié à la Guadeloupe. On s'est centralisé sur cette région parce qu'elle est très touchée en fait par les sargasses. Donc c'est des algues qui prolifèrent partout sur les côtes de la région. Et donc nous, notre idée, c'est de traiter ces algues pour en faire à la fois du gaz transformé en énergie et revaloriser les déchets en fait pour en faire du bioplastique. Cette 4e édition a été ponctuée de conférences, mais aussi d'ateliers, de moments bien-être, d'expositions et de rencontres, et s'est clôturée par un concert de la chanteuse Bobby. Du récit à l'action, nos territoires de demain ou encore les athlètes engagés, ce Green Shift Festival s'est décliné sous différents thèmes et aura reçu de nombreux intervenants. L'un d'entre eux est avec nous ce soir et nous allons explorer avec lui nos comportements face au changement climatique. Bonsoir Stéphane Labranche. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes sociologue du climat. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous éclairer sur ce qu'est la sociologie du climat ? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que si le climat est visible de par les sciences naturelles, par la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la sociologie s'occupe plutôt des humains qui, en fait, créent ces émissions par leur consommation, par leurs habitudes de vie, leur mode de vie. Et donc, l'idée de la sociologie du climat, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens changent ou pas, même quand ils ont envie qu'ils ne changent pas. Quel est le poids des émotions, de l'imaginaire, des habitudes, des contraintes sociales, de l'image publique qu'on peut renvoyer. De l'angoisse, de la peur, de l'espoir. Donc tout ça, on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui mènent à des changements ou au contraire à ne pas changer. Et pour vous, la transition écologique est avant tout une affaire humaine, hein ? Complètement. En fait, pour moi, nommer ça transition écologique, c'est un peu faux parce que la transition écologique aura lieu quand nous aurons accompli notre transition humaine. C'est plutôt une conséquence ou un effet qu'un état ou qu'une conséquence. Donc, en fait, ça ne marche pas pour moi. Et donc, il faut parler de transition humaine parce que c'est en réussissant la transition humaine qu'on va réussir la transition écologique ou alors pas. Et c'est la grande question, c'est comment on amène les gens à faire cette transition humaine dans leur mode de vie, mais pas que les gens. C'est les gens, je parle aussi des entreprises, je parle des collectivités territoriales, je parle des pouvoirs publics centraux et donc des associations, mais aussi de la population. Et justement, c'est la question que je vous pose. Comment on amène cette transition humaine dans nos modes de vie ? Tout d'abord,
Apparemment, d'après ce que nous comprenons dans les sciences comportementales, l'argument scientifique de base ne fonctionne pas vraiment pour amener à des changements de mode de vie. On peut tous comprendre que c'est pas bon de fumer, mais on continue de fumer quand même. Ensuite, le docteur nous dit, mais faites plus de sport, monsieur. Oui, peut-être, en fait. Si on n'a pas envie, on n'en fait pas. Et donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est comment amener les gens à faire cette transition. Tout d'abord, le message de peur catastrophiste d'un avenir vraiment dystopique ne fonctionne pas très bien. C'est ce qui semble fonctionner, c'est bien entendu de donner un état des lieux, mais ensuite donner des moyens pour mettre en œuvre des solutions au quotidien. C'est aussi donner de l'espoir. Il faut avoir envie d'aller quelque part pour y aller, sinon on n'y va pas. Et se donner des moyens bien concrets aussi. Vous pouvez avoir un gros problème devant vous, mais si vous n'avez pas un moyen de trouver au moins des solutions partielles, comment voulez-vous agir? Et si vous ne pouvez pas agir, ça devient un peu désespérant. Et donc, on a plus envie d'abandonner ou de rentrer dans du déni que de continuer à faire ce qu'il faut. Donc, les sciences comportementales, même si ça va beaucoup plus loin que ça, visent à comprendre justement non seulement le cadre objectif urbain, rural dans lequel on vit, mais aussi le cadre mental et émotionnel, les valeurs sociales, le rôle du consumérisme, de l'envie de consommer et l'envie aussi d'avoir une bonne vie plus tard en santé pour nous et pour nos enfants. Donc, comment tous ces facteurs rentrent en jeu pour tenter d'expliquer pourquoi on joue et on joue pas, quoi. Et on l'entend dans vos propos, nos émotions peuvent jouer un rôle dans nos engagements ? La peur peut jouer un rôle dans l'engagement, mais sous certaines conditions. La première condition, c'est qu'il faut penser qu'on puisse agir. Parce que si on a peur de quelque chose et qu'on ne pense pas pouvoir agir par rapport à la cause de cette peur, il est difficile de faire quoi que ce soit. Donc, on rentre plutôt dans du déni, ou alors la peur se transforme en angoisse, ce qui n'est pas très sain en fait. Donc ça, c'est un premier facteur qu'il faut prendre en compte, c'est important. Ensuite, sur les émotions, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont préoccupés par la biodiversité, leur point de départ émotionnel, en fait, c'est pas la peur de la perte de la biodiversité, c'est l'émerveillement pour la beauté, pour cueillir une myrtille en pleine forêt, pour l'émerveillement aussi pour la complexité du lien entre les êtres vivants. Et c'est ça qui les motive, en fait. Et ça, ce sont des choses qu'on ne mobilise vraiment pas assez dans nos campagnes de sensibilisation visant à changer le comportement. C'est ces émotions positives, constructives qui nous amènent qui nous attirent vers le mouvement plutôt qu'une peur qui nous pousse vers le mouvement et contre laquelle, en fait, on a tendance à résister. Et ce Green Shift Festival aborde ce thème avec une grande bienveillance. Oui, absolument. On va jouer en fait avec les imaginaires des gens. On va explorer le rôle de l'imaginaire. Comment on se voit en 2035, en 2040, en 2050 dans une société qui en fait aura réussi la transition, par exemple. Pourquoi ne pas imaginer des avenirs, des perspectives, des modes de vie positifs à l'avenir? Mais à l'avenir, c'est l'avenir approché. C'est à partir de 2030 qu'il faut commencer à réfléchir, à imaginer. Et donc, comment ça peut être utilisé comme levier mobilisateur attirant et séduisant pour changer, plutôt que d'avoir un levier qui fait peur et qui pousse. Un discours très inspirant. Merci Stéphane Labranche d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Dans le reste de l'actualité, le prince Albert II a inauguré ce matin les locaux rénovés de la Barclays Private Bank, située juste au-dessus de la place du Casino. Cette banque est présente depuis plus d'un siècle en principauté. Elle fut même la première société étrangère de gestion de patrimoine à ouvrir ses portes sur le Carré d'Or. Hier, nous vous parlions de Code Sport, le seul magazine de sport de la Principauté. Il a sûrement inspiré ses jeunes élèves de CM1 du cours Saint-Maur. Depuis la rentrée, ils ont lancé leur propre magazine et ont déjà eu la chance d'interviewer des sportifs ayant participé à des Jeux Olympiques. Exemple dernièrement avec le skieur monégasque Arnaud Alessandria. Alexandra Pani et Julien Laugier vous détaillent ce projet pédagogique original.
Top Sport, c'est le nom de ce biannuel lancé par la classe de CM1 du cours Saint-Maur. Un premier numéro a été édité en janvier. Le prochain est prévu pour le mois de juin. Et pour étoffer les pages de ce magazine, les élèves sont allés à la rencontre de plusieurs athlètes de haut niveau de la Principauté. Après le rugbyman Antoine Zegdar, le pilote Oli Berman ou encore le tennisman Valentin Vachereau, c'était au tour du skieur monégasque Arnaud Alessandria de répondre cette semaine aux questions de Chiara et de Jean-Maria. Des vraies bonnes questions, ils sont hyper intéressés, hyper au courant. On fait de bonnes recherches, donc non, c'est vraiment top. Et si ça peut les emmener sur la voie du sport ou du journalisme, non, c'est une bonne chose. L'objectif, c'est de partager et pourquoi pas leur donner envie de suivre un peu cette voie-là. Mais oui, c'est toujours agréable de rencontrer des jeunes, d'autant plus que là, ils sont vraiment passionnés de sport, donc c'est super. Un magazine sportif imaginé par ces journalistes en herbe, édito, actualité, rubrique santé et bien-être, jeux et bien sûr interview. Tout est pensé et écrit par les élèves. Cette publication s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique autour du sport. Notre prof de sport, il a dit, quand nous on était en CE2, il nous a dit, il a dit à la maîtresse qu'on était une classe très sportive et que ça serait bien en thème de l'année, notre projet de classe, que ça soit le sport. Et après, la maîtresse, elle a eu l'idée de faire un magazine, mais elle ne pensait pas au début qu'on allait interviewer des personnes et tout. Et finalement, on connaissait des sportifs et c'est venu de là. On a commencé à trouver des questions. Après, on les a écrites sur l'ordi et avec un adulte qui nous aide beaucoup pour notre magazine, on les a un peu modifiées pour après les dire. Prochaine interview de prévue autour du basket cette fois-ci. Au retour des vacances, 3 espoirs de la Roca Team se prêteront au jeu des questions-réponses. Place à présent à votre chronique US. Elle met en valeur ce soir l'émission de la fondation Princess Grace USA qui, depuis 1982, soutient des artistes américains émergents dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la danse. Chaque année, des prix, des aides financières sont attribuées, offrant ainsi aux lauréats une notoriété auprès des plus grands professionnels du pays. Fin 2025, c'est une danseuse de ballet qui a été récompensée par la Fondation. Grâce à la reconnaissance dont elle a bénéficié, Madison Brown a vu sa carrière franchir un cap à New York, dans l'une des plus grandes compagnies de ballet au monde. C'est un entretien de Bastien Bory. Ballet just makes everything make sense to me. Ballet just brought me a lot of comfort. Like it brings a feeling to me that I don't get when I would be around a lot of people or if I would be at a huge social event. Like I'm not that kind of person, you know? Ballet is the only place where all that stuff is already set up. You know what I mean? Like the story is there and now we get to share it. And so for me to be able to share, that's all I want, you know? I just want to be able to share what I feel and do it in the way that makes me feel the best, which is dancing. Entre l'intime et la scène, il existe un seuil que certains franchissent très tôt. À 2 ans, Madison Brown débute la danse par instinct, au point d'être plus tard plusieurs fois primée, puis admise dans l'une des compagnies les plus prestigieuses au monde, l'American Ballet Theatre. Des œuvres classiques du Bolchoï et du théâtre Mariinsky au répertoire néoclassique américain, ses interprétations lui valent en 2025 un prix majeur aux États-Unis, celui de la Fondation Princesse Grace. It's not really something that I had thought would be on my path since I thought I had, done a good bit, but I was so astonished to just be recognized in that way. And I think also just growing up as a woman of color, it was really hard to always want to continue to fight and push to still hold myself to that level of excellence and always put my most energy forward even if I didn't have it. I'd say it felt pretty liberating. That's a very good word to use. I also felt a lot lighter
because I put enough pressure on myself to, rise to the occasion that I was given. And I just really wanted to be able to deliver and be the person that artistic and all these people that have been right behind my back. I wanted to, prove to them that they were right. Décernées chaque année à de jeunes talents du monde de la scène et du cinéma, les distinctions de la Fondation Princesse Grace s'accompagnent de bourses et de visibilité. À 21 ans, Madison Brown vient ainsi de se voir confier dans Othello l'un des rôles principaux, celui d'Emilia, à la fois témoin et victime des jeux de manipulation au cœur de cette tragédie shakespearienne. I mean, I'm not gonna lie, I had never done a role that required that much artistic and theatrical investment. So it was a whole roller coaster for me. I had to really kind of learn how to emotionally surrender without throwing the physicality away. It was almost like something that I really, really had to take a step back and learn. Porté par des chorégraphes venus d'Europe et de Russie, l'art du ballet se diffuse à New York à partir des années 1930, puis se structure autour de compagnies privées, à la différence des grandes institutions publiques subventionnées de Paris et Moscou. Dépendante du mécénat et du soutien des fondations, la pérennité du modèle américain repose aussi sur le rôle de passeur des artistes eux-mêmes. I've also been just kind of doing a lot of privates with just some younger kids that either reach out to me on social media or get reference from any teacher that knows me, and honestly I think that's been the most healing thing, and I really enjoy just getting very one-on-one and finding that click moment that I know that I also had with my coach when I was their age, and it's kind of cool I guess to be on the other end of it, but in a way, I would love to mix both of those and, maybe get to be some sort of rehearsal director in the future after. But I'd love to, definitely ride on, the wave of dance as long as I can. I think, being on the stage is definitely the most powerful part of this art form for me. But I would also love to help people get on the stage when I can't anymore. Et on reste dans le domaine de la culture avec un réalisateur et scénariste qui a marqué le cinéma italien, aux côtés de son père notamment. Enrico Vanzina était l'invité de l'association Dante Alighieri. Hier soir, lors d'une conférence à l'Auditorium René III, il est revenu sur l'évolution du cinéma en Italie à travers son vécu, ses échecs et ses expériences. On l'écoute au micro de Gaëtan Lebrun. C'est le style qui fait la différence en général dans la peinture, dans la musique, dans le cinéma, dans l'écriture. Réussir c'est une entreprise très difficile. Quelqu'un voit un film et dit c'est lui qui l'a fait, avec 3 images. C'est comme vous entendez 3 notes de M. Morricone et vous dites c'est Morricone, et vous regardez un tableau de Degas et vous dites c'est Degas sans avoir lu rien. Le style, c'est la chose la plus importante, et surtout le don de raconter des histoires. Le cinéma, il faut raconter des histoires. C'est une réalité parallèle qui n'est pas vraie, mais qui devient plus vraie que le vrai, parce qu'elle s'inspire au vrai. Le cinéma est là dehors, partout, dans les rues, dans les bars, dans les hôtels, dans le métro. Il faut seulement regarder, avoir la capacité de se concentrer, regarder la vie pour la raconter sur l'écran, sans être jamais moraliste. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui met en valeur ce soir les finalistes du Rolex Monte Carlo Masters. À suivre la météo de Sarah Inkari. Passez une excellente soirée et à demain 18h30 sur Monaco Info pour votre JT.
Bonsoir à toutes et à tous. Si vous pensiez passer votre dimanche au soleil, eh bien c'est raté. Des nuages épais s'inviteront dans le ciel demain tout au long de la journée. En revanche, les températures vont augmenter. On attend jusqu'à 14 degrés dans la matinée et 20 dans l'après-midi. Attention toutefois aux fortes rafales de vent. Un temps maussade qui ne nous empêchera pas de souhaiter une très bonne fête au Jules de notre entourage. Hérité de l'Antiquité romaine, ce prénom est toujours très en vogue en France. Allez, belle soirée avec nous sur Monaco Info.